Bonjour à tous, bienvenue dans Silver Bullets, le podcast consacré aux productions de Joel Silver. Bonjour Bruno. Salut Yann. 3e épisode, Comment claquer $1 million par jour de Walter Hill. Comment claquer $1 million par jour de Walter Hill, un film qu'il a réalisé en 1985, qui est toujours produit par Joel Silver et Larry Gordon. Joel Silver donc qui a du mal à se dépaître de l'ombre de son mentor, qui le poursuit un peu partout. Brewster Millions ou Comment claquer $1 million par jour. De quoi ça parle ? Ça parle du joueur de baseball Monty Brewster, qui est joué par Richard Pryor, qui vient d'hériter d'une grosse somme de la part d'un oncle qu'il ne connaissait pas, qui vient de claquer. Il lui lègue $30 millions, mais il lui promet de lui léguer $300 millions s'il arrive à claquer ces $30 millions en un mois. Donc, d'où le titre français, Comment claquer $1 million par jour. Un film où il faut être bon en mathématiques. Un film où il faut pouvoir le résumer. Bon en mathématiques pour comprendre le titre. Et c'est le film où on comprend pourquoi Walter Hill n'a pas fait de comédie et que c'est pas son genre de prédilection. On est parfois à la frontière d'un téléfilm des années 80. C'est très pauvre au niveau de la réal. Même la captation du New York des années 80 est hyper plate. Ah, on voit absolument rien de la ville. Ouais, il y a aucune vie. Il n'y a rien qui date le film. Du coup, c'est un film qui avait déjà fait l'objet de plusieurs versions. Et la plus connue est celle qu'a réalisée Alan Dwan en 1945. À la base, c'est un roman. Ouais. En fait, c'est un roman qui a été publié à la fin du 19e siècle et qui raconte à peu près la même chose, un héritage qu'il faut claquer en un an. C'est ce qui change en fait le plus entre les différentes adaptations, c'est le temps que doit mettre le héros à claquer l'argent. Et ça a été adapté plusieurs fois. La première, c'était par Cecil B2000 dans les années 10. Il y a eu une adaptation par Alan Dwan. Il y a eu même une adaptation dans les années 60 par Sidney Furie. J'en ai vu aucune. Est-ce que toi, t'en as vu ? Non, justement, celle qui m'intéressait le plus, c'était celle d'Alan Dwan. J'aurais aimé voir cette version-là parce que, à mon avis, Alan Dwan est le réalisateur qui se rapproche le plus de Walter Hill. Alan Dwan, c'est un réalisateur des années 30 qui a bossé avec notamment D.W. Griffith sur Intolérance, qui est aussi une très bonne comédie aussi. qui est aussi un adepte des films de Raoul Walsh. Bref, en tout cas, je pense les deux réalisateurs, Walter Hill et Alan Dwan, avaient de quoi en fait confronter justement leur version, mais la version sauf que la version de Walter Hill n'avait pas l'air très motivé en fait à confronter quoi que ce soit. Il se laisse vraiment porter par le scénario. C'est assez compliqué parce qu'en plus le film à l'origine aurait dû être réalisé par Peter Bogdanovich, l'ami des stars et Jean-Claude Brialy US. Non mais c'est un grand intervieweur de. Ouais, c'est un grand critique et ça a été un bon réalisateur. Ouais. Et c'était un grand fan d'Alan Dwan. Et il avait donc récupéré les droits du bouquin pour en faire donc une nouvelle adaptation dans les années 80. Les droits ont atterri chez Larry Gordon, qui les a achetés. Et le film devait se faire chez la Universal. Ça n'a pas abouti. Et le projet donc a été relancé par Larry Gordon et Joel Silver, qui ont proposé à Walter Hill de réaliser cette comédie. Problème, comme on l'a déjà dit, c'est pas très drôle, c'est pas très bien réalisé. C'est pas très rythmé. Mais il y a Richard Pryor qui essaie de faire de son mieux. Il y a pourtant une arme fatale dans ce film, qui est Richard Pryor, qui est quand même à l'époque l'une des plus grosses stars comiques américaines. Richard Pryor est né en 1940 et il commence en fait sa carrière de stand-up dans les années 60, mais c'est vraiment dans les années 70 qu'il va décoller. Dans les années 60, il fait du stand-up qui est assez classique et il a une prise de conscience, en fait, une soirée à Las Vegas, où il se retrouve à faire son numéro habituel, qui est assez conventionnel à l'époque. Et il voit Dean Martin, en fait, dans l'assistance. Il se voit, lui, en fait, sur scène, balancer des vannes qui sont complètement éculées. Et là, il a une prise de conscience. Il se dit, je ne veux plus jamais faire ça. Il a, après cette prise de conscience, en fait, décidé de complètement changer son style d'humour. Je crois qu'il a rejoint une troupe de théâtre expérimental. Il a rejoint, en fait, une communauté black plus militante. Et à partir des années 70, là, il change complètement son style de jeu de scène. Et il se sert, en fait, de sa douleur, de sa tristesse et de l'exposer sur scène. Sur scène, il est phénoménal. Un numéro comique. C'est devenu, dans les années 70, vraiment un phénomène. Et on peut encore regarder ces mais c'est juste magique, spectacles. c'est incroyable. Et ce qui est aussi intéressant, c'est ce qu'on se disait avant de commencer ce podcast, c'est que c'est pas un acteur qui, dans les années 70, il était extrêmement drôle sur scène,
mais pas au cinéma. Ouais. Il n'était pas utilisé dans des rôles comiques au cinéma. C'est vraiment le tournant des années 80 où il a commencé à incarner des rôles comiques. Dans les années 70, il joue dans pas mal de blaxploitation, mais un de ses rôles les plus connus, c'est dans The Mac. Il a absolument pas un rôle comique, et c'est une figure dramatique, un personnage dramatique du film. Mais il y a aussi Blue Collar de Paul Schrader, aux côtés de Yaphet Kotto et de Harvey Keitel. Et c'est Blue Collar, on pourrait croire qu'Harvey Keitel boufferait en fait la pellicule, mais Richard Pryor, il est vraiment inimitable dans le film, quoi. Ouais, c'est aussi un incontournable de la filmographie de Richard Pryor. Et c'est drôle parce que on se dit que justement, avec comment claquer $1 million par jour, il va pouvoir donner, avec la base en fait de son trip en fait, il va pouvoir donner l'échange à une nouvelle star montante dont on a déjà parlé dans d'autres émissions, qui est Eddie Murphy dans 48 heures. Donner l'échange sur le thème de la comédie. Après, effectivement, dans les années 80, il joue avec Gene Wilder. Ils font un duo comique tous les deux, dans des films qui sont parfois d'ailleurs pas forcément très drôles. Non. Moi, Silver Streak, par exemple, je trouve pas ça très marrant. Ça n'a pas de pêche. Voilà, c'est ça. On parlera d'un film qui est beaucoup plus drôle et beaucoup plus spectaculaire et qu'on aime beaucoup, mais à la fin, suspense. Oui, restez jusqu'au bout. Mais pour revenir à sa carrière dans les années 70, il a participé à un film comique, mais on le voit pas à l'écran. Enfin, on le voit dans un petit rôle, je crois. C'est dans Blazing Saddles, qui coécrit. Il participe au scénario, mais là, Brooks, voilà, il ne joue pas le héros. Dans le point de départ de Brewster's Millions, on pourrait se dire qu'effectivement, il y a matière à critiquer ce qui est en train de se passer à l'époque aux États-Unis, c'est-à-dire la montée du consumérisme, du libéralisme économique, et en fait des nouveaux riches, des yuppies. Parce qu'on a un joueur de baseball, mais qui est un joueur de baseball d'une petite équipe, une petite équipe, je crois, basée dans le New Jersey. Qui est l'équipe de losers. Ouais, voilà. Et du coup, lui, en plus, il est un peu, on voit sur la pente descendante. Il a une blessure au genou, je crois. Effectivement, il a du mal. Son meilleur pote, sa carrière est derrière lui, quoi. Ouais, voilà. Son meilleur pote, c'est John Candy, qui est, on va dire, qui n'a pas le physique d'un athlète accompli. Donc voilà, au début, c'est l'histoire du prolo qui gagne à la loterie. Et on peut se dire, voilà, il y a quelque chose. Et Walter Hill n'en fait rien. Les scénaristes n'en font rien. Les scénaristes en font peut-être un peu plus que Walter Hill, parce qu'il y a, dans le déroulé du film, en fait, il y a un gag qui est récurrent dans le film, qui est que plus il claque de pognon, et plus finalement ça lui revient en boomerang. En fait, il arrive à en gagner. C'est-à-dire que dans des investissements qui paraissent complètement foireux, en 2 heures, il récupère la somme, et il récupère même plus que la somme qu'il avait perdue. Les deux scénaristes, Tim Harris et Herschel, je ne sais plus comment il s'appelle, Herschel Krostowski, on va dire. Le duo de scénaristes a déjà écrit un film sur les boursicoteurs, qui est aussi avec Eddie Murphy, qui est Un fauteuil pour deux, qui par contre est là une comédie super réussie, et notamment super réussie sur la critique de l'argent qui rend fou. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de points communs en fait entre Un fauteuil pour deux et Brewster's Millions, dans la composition en fait du film, dans les personnages secondaires. Donc il y a ça, il y a cette base. Sauf que la progression du film, en fait, elle se fait vraiment par à coup, par mini-sketch, et à un moment donné, il y a cette espèce de tunnel où il se présente à la mairie. T'as pas trouvé ce pan-là du film le plus intéressant, justement ? Parce que déconnecté, visiblement, de... C'est celui où il se réveille un peu au niveau de la réal. Ça bouge un peu, avec il y a un côté un peu clip. Le machin clip et tout. Tu retrouves un peu de pêche, un peu de style. Et ça donne aussi l'impression que c'est le moment où Richard Pryor s'amuse un peu le plus. Oui. Je trouve que c'est la partie la plus intéressante du film, dans un film qui fait 1h30. Je trouvais que c'était, en plus, le point de vue le plus regardant sur la corruption politique aux États-Unis. Oui, parce que le principe, c'est qu'en gros, comme il a de l'argent à claquer, et en fait, il doit absolument le claquer. Alors, il n'a pas le droit de le claquer d'un coup dans des organisations caritatives. Il n'a pas le droit d'acheter des objets qu'il détruit. Donc, il se dit que le meilleur moyen, en fait, de claquer de l'argent pour rien, c'est de faire une campagne politique. Alors, c'est un petit côté Capra aussi. Ouais, exactement. Il y a le petit côté qui rappelle, forcément, Meet John Doe avec Gary Cooper, déjà en joueur de baseball qui devient un politicien populiste. C'est un peu moins le côté catéchisme de Capra, donc c'est déjà plus sympathique de ce point de vue-là. Mais chez Capra, c'est drôle. Moi, chez Capra, c'est un truc qui... Chez Capra, il y a du rythme. Les personnages sont drôles, les acteurs... Le problème, c'est qu'à la fin, tu passes à la messe, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a, par contre, une romance... ça marche jamais. C'est aussi ce qui plombe le film. À la rigueur, il serait resté sur l'amitié Brewster John et John Candy, parce que les deux personnages, ce qui est intéressant, c'est que une des règles en fait à laquelle doit se plier Brewster, c'est de pas expliquer pourquoi il doit claquer autant d'argent,
notamment à son meilleur ami. Et son meilleur ami comprend pas et essaye de l'aider en fait à garder cet argent. Donc il y a quelque chose en fait d'assez beau en fait dans leur rapport et c'est une des rares fois où une étincelle qui se passe, c'est justement quand ils filment cette relation. Mais c'est aussi un des défauts du film parce qu'en évacuant justement le personnage de John Candy, t'as moins de ce personnage comique là qui apparaît à l'écran. Ça a été aussi une des volontés de la production. Alors que Walter Hill, lui, avait promis un rôle beaucoup plus important à John Candy. Parce que je sais pas d'ailleurs si dans la version originale, on a également ce problème-là de personnage qui ne doit pas être au courant. Ouais, en fait, cette règle, elle existe aussi dans les autres versions. Ouais, elle est inscrite. En fait, à la fin du roman original, il pense qu'il n'a pas d'argent, mais il réussit à conquérir la fille. Okay. Après, John Candy ne me fait pas non plus hurler de rire, hein, mais en tout cas, la relation qu'il avait... et dans les Blues Brothers. Ouais, oui, c'est vrai, effectivement. Et dans Un ticket pour deux. Un peu, beaucoup moins. Dans Blues Brothers, effectivement, je m'incline, mais Un ticket pour deux, j'aimais des réserves. Oui, donc en fait John Candy, donc que je trouve pas forcément très drôle non plus, mais qui avait au moins l'avantage d'émettre une relation avec Richard Pryor qui était aussi touchante que fusionnelle. D'ailleurs, aujourd'hui, cette relation fusionnelle, comme tu le dis si bien. Là, on va avouer quand même que le film ne nous a pas ça nous a pas arraché un seul rire. Non, après, c'est vrai que c'est dommage parce que t'as un discours en filigrane, et oui, sur l'Amérique Reagan, qui intervient encore une fois, ouais. mais il y a ce problème récurrent au début des productions Joel Silver, c'est de tenter de rattraper en fait les succès, les gros succès des années 80. Là, c'est clairement et là, faire un décalque de Un fauteuil pour deux. Sauf que t'as pas les mêmes enjeux et t'as surtout pas le même point de vue. C'est-à-dire Landis, en plus, c'est quelqu'un qui est vraiment complètement à l'aise. Dans la comédie. À l'époque, il est pas encore déprimé à cause de l'accident d'hélicoptère sur le tournage de La 4e dimension, donc il est encore drôle. Et surtout, il a enchaîné American College, les Blues Brothers et Un fauteuil pour deux, donc il maîtrise absolument. Il a un putain de tiercé gagnant. On sent que, parce que le duo de scénaristes de Un fauteuil pour deux et Brewster's Millions, c'est aussi les responsables d'Un flic à la maternelle, Jumeaux et Space Jam. On sait dans Un fauteuil pour deux qui a apporté en fait l'humour, quoi. C'est vraiment Landis et sa patte. Walter Hill sait pas utiliser en fait Pryor et Candy. Non. Enfin, surtout Richard Pryor, c'est quand même, il est effacé pendant la moitié du film, quoi. Mais il a l'air perdu, mais de malade, quoi. Le seul passage que j'ai bien aimé, moi, c'est quand il retrouve son costume de baseball à la fin, où il le joue vraiment bien. En fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe en fait quand il. Mais il réendosse encore une fois plus l'habit du clown triste. Que de celui de l'acteur comique. Ouais. C'est quand même à la base une comédie. Ouais. T'arrives à te souvenir de la fin ? C'est atroce, c'est monté n'importe comment. Tu sais, c'est en fait, il doit signer le contrat, mais il a encore une certaine somme d'argent qui lui a été remboursée par le copain de la comptable qui a essayé de l'enfumer, et il réussit à signer en fait en étant complètement fauché. Parce que il embauche la comptable comme avocate. Il y a une espèce de course à la montre, il y a une espèce de et la course à la montre est complètement pétée. Enfin, c'est. Ça se passe dans le même bureau et tout. Tu as plein de gros plans sur l'horloge qui n'arrêtent pas de. C'est horrible pour Walter Hill. J'avais jamais encore vu un Hill filmé de façon aussi télévisuelle. T'attends quand même autre chose. On se croirait vraiment dans Maman j'ai raté l'avion. On se croirait chez Chris Columbus. Alors face à cette, on peut dire cette plantade qui n'a pas été une plantade commerciale, mais très étonnant d'ailleurs, qui était fait d'ailleurs pour renflouer les caisses après le bid des Rues de Feu. On est un peu en slip pour parler de Brewster's Millions. Mais vraiment en plus. Hein. On est vraiment en slip parce qu'il fait en plus super chaud. Super chaud. Est-ce qu'on peut conseiller un autre film avec Richard Pryor grand public de la même époque? Ouais, qui fait qui est sorti 2 ans auparavant et dont on préfère parler que de parler de Brewster's Millions, qui est Superman 3 de Richard Lester, probablement le meilleur de la série, la meilleure adaptation du super-héros. De quoi parle Superman 3 de Richard Lester? Richard Lester qui avait déjà réalisé le 2e épisode des aventures de Superman, qui avait sauvé. Richard Donner s'est fait virer après avoir réalisé 80% de Superman 2, qu'il avait réalisé en même temps que Superman. Comme il claquait complètement le budget de Superman, pendant un break du tournage, pendant le break de Noël en fait du tournage en 78, il se fait virer par la production, par les Salkind,
est remplacé par Richard Lester, qui traînait déjà sur le tournage. Il attendait son heure, le bougre. Ouais. Richard Lester, avec qui ils avaient produit les adaptations des Trois Mousquetaires. Un superbe film avec Richard Chamberlain. Je déconne, c'est une vraie merde. C'est absolument pas drôle, et c'est d'autant plus étonnant de le voir à la barre de Superman 2. Parce que Superman 2 est déjà pas super marrant à la base. Il a rajouté d'ailleurs beaucoup de gags, Richard Lester, lorsqu'il a retourné les scènes déjà tournées par Richard Donner, parce que pour pouvoir avoir son nom au générique de Superman 2, il est obligé de retourner pas mal de scènes de Donner. Superman 3, par contre, c'est un Richard Lester de A à Z. On le sent dès l'introduction du film. Et on sent dès l'introduction du film. Alors, il y a 2 introductions dans le film. Parce qu'on commence d'abord avec Richard Pryor dans une ANPE. Et c'est une mini-scène qui est absolument géniale. Ouais. Là, pour le coup, on retrouve le côté, on va dire, un peu critique sociale de Richard Pryor. Ce qui est surprenant dans un Superman. Et dans un film grand public. C'est un film tout public. Tu commences comme dans une ANPE, la ANPE locale aux États-Unis, quoi. Et j'ai rarement vu une ANPE aussi bien décrite que dans la séquence de Superman 3. Toute la séquence de début de l'ANPE, il y a vraiment le côté morbide, chiant de l'ANPE, comme jamais ça a été aussi bien retranscrit qu'avec cette grosse dondron là derrière son comptoir qui mâche son chewing-gum. Qui en fout pas une et qui a absolument pas envie de rendre service, quoi. Donc voilà, Richard Lester, en 5 minutes, il cale l'Amérique de Reagan. Et s'ensuit une autre scène, après la scène de la NPE. Qui est le générique du film. Qui est le générique du film, ouais. Très longue. C'est une scène de braquage où se multiplient des gags. Alors, il y a même une tarte à la crème. Je crois qu'il y a il y a un aveugle qui tombe aussi. Il y a un aveugle qui tombe. Il y a une bombe. Enfin, tout y passe. Il y a un pingouin, non? Oui, enfin, il y a un mime. Il y a un mime Marceau. Il y a un mime. J'ai oublié le mime. Et au milieu de tout ça, il y a donc Superman. Il y a Superman et il y a ce braquage de banque. Et Superman va être confronté à tous ces événements comiques au sein en fait d'une scène d'action. Il y a Clark Kent qui mate une blonde, qui est la blonde copine du méchant. Je crois qu'il l'empêche de se prendre un peu dans la tête. C'est là qu'il y a le gag de tarte à la crème. C'est ça. Voilà. Donc cette description absolument incompréhensible qu'on vient de vous faire du début, il faut la voir, cette scène, pour le croire. Mais ce qui est génial, c'est la scène de photomaton. Ouais. Parce qu'en fait, donc Clark Kent, pour se déguiser classiquement, va se déguiser en Superman dans un photomaton. Et il ressort, et en fait, le photomaton a forcément pris les photos du moment où Clark Kent se dessape et se transforme en Superman. Ouais. Et donc, il y a un gamin qui dit « Ah, monsieur, vous avez oublié vos photos ?» Il regarde, et en fait, il déchire toutes les photos où il y a Clark Kent, et il lui laisse en fait juste le cliché de la photo d'identité de Superman. Qui est ce gamin ? Alors ça, je ne sais pas. C'est l'acteur qui jouait le bébé Kal-El dans le premier Superman. Ah ouais. Donc voilà, retour de l'acteur. Retour vers le futur. Et j'ai beaucoup de tendresse pour le film parce que je l'ai vu en salle avec ma maman l'après-midi où je crois qu'il est sorti, et le matin j'ai acheté la bande dessinée Sage Édition qui était la bande dessinée adaptée du film, donc j'ai beaucoup de tendresse pour le film, et que j'ai revu en coffret Blu-ray il y a quelques temps. L'anthologie Superman. Ouais, je crois bien que ça reste... Alors j'adore le Richard Donner. Oui, ça reste le premier parce que c'est vraiment une ampleur mythique. Mais là, il y a un côté tellement terre à terre. Ouais, c'est ça. Il a pas. Enfin, le donneur, malgré toutes les qualités qu'il a, il lui manque peut-être justement cette folie très, très, très bande dessinée, très en fait symptomatique de ce qu'on peut voir dans les épisodes qu'avait dessiné Curt Swan. Et dans le Superman 3, c'est ça tout le temps, quoi. Ouais. Et en plus, tu as l'humanisation du perso, parce que en parallèle donc de l'histoire de Richard Pryor qui devient informaticien, qui crée un super ordinateur qui va combattre Superman, on a également le retour de Clark Kent à Smallville qui va faire un article sur la réunion d'anciens élèves de son lycée, et il retrouve Lana Lang. Donc il retrouve une petite amie qui est intéressée par Clark Kent, qui n'est pas intéressée par Superman, à l'inverse de Lois Lane. Et du coup, Clark Kent se réhumanise. C'est-à-dire qu'au lieu d'être la caricature donc, du journaliste timide, peureux et bègue qu'on avait dans les 2 premiers films, on a en fait des scènes où Clark Kent devient vraiment juste Clark Kent. Et il se découvre lui-même. Un brave gars du Kansas. Et il y a
ce côté schizophrène qui est symbolisé dans l'une des meilleures scènes du film. Il se bat contre son double. Ouais. Il se bat contre son double. Et pourquoi est-ce qu'il se bat contre son double ? Parce qu'il est devenu méchant. Et pourquoi il est devenu méchant ? Grâce à de la kryptonite synthétique. Que lui a filé Richard Pryor. Que lui a filé Richard Pryor dans une scène où il est déguisé en général. En général. Et c'est une scène mythique où on retrouve en fait tout le sens comique de Richard Pryor en spectacle. Là, Richard Pryor, il est utilisé. C'est Richard Pryor. Ouais. Non, il y a aussi cette magnifique scène où il arrive avec un chapeau géant. Une scène que l'on dédie à notre auditeur préféré, Pierre Charles de Langres. Et où il arrive à Smallville, donc Richard Pryor, le comique le plus citadin de la Terre, qui arrive chez les Ploucs, et donc qui porte un chapeau géant de cow-boy sur de la musique de Giorgio Moroder, de la musique country joué au synthé par Giorgio Moroder. C'est tout un... Il y a tout un univers. C'est un pan comique du film. C'est Richard Lester, c'est un Anglais, je pense, qui déteste les États-Unis. Il y a vraiment un regard assez caricatural sur les États-Unis. Par contre, on a l'impression, moi j'ai l'impression que Lester a commencé à apprécier en fait ce personnage de Superman quand il commence à être vulnérable, en fait, quand il commence à se redécouvrir lui-même en tant que Clark Kent. Et c'est aussi en plus tout le thème du film lorsque Superman se confronte, Clark Kent en tout cas, va se confronter à son doppelganger, puisque sous l'effet de la kryptonite, donc Superman devient méchant et il fout le bordel sur la Terre. Et donc Clark Kent affronte le mauvais Superman. C'est Clark Kent qui gagne. Mais pas sous son habit de Superman, mais sous son accoutrement de Clark Kent. Il y a la séquence super creepy entre Superman et Lana Lang. Superman drague Lana Lang. Ah oui, exact. Il a moitié. C'est bon, ça peut attendre et tout. Il y a des enfants qui sont. Il y a un bus qui est suspendu sur un pont. Non, mais c'est pas grave, j'arrive toujours à temps. Et en plus, le pire, c'est que Lester, il est super à l'aise dans les scènes d'action. Il y a du rythme, il y a de la passion en fait dans les scènes qu'il fait. Il y a un autre film de Superman où il soulève un lac après avoir gelé. Et j'ai pas non plus vu un film de Superman où il a une telle présence en traversant des flammes, en fait, si tu veux, quoi. Avec le merveilleux scientifique qui regarde l'aiguille. Parce qu'il y a une usine, en fait, de produits chimiques qui risque de péter. Dans une usine chimique qui allait péter. Il a l'air d'être vraiment en panique. Hein. Ouais. Et non, mais c'est génial. En plus, à un moment donné, donc il y a les pompiers. Les pompiers qui sont là, et Superman arrive et il dit « Ah, c'est vous !» Un casque pour cet homme. Ah non, c'est vous, pas de casque pour cet homme. C'est génial. Pour moi, c'est une des quintessences de ce que j'ai envie de voir dans un film de super-héros. Et ce que j'adore également, c'est que dans ce film, Richard Pryor, en fait, va découvrir Superman, va s'attendrir pour un personnage contre lequel Richard Pryor, il a le même chemin que en fait Lester. Et puis c'est lui qui sauve Superman à la fin. Moi, j'adore ça, que ce soit en fait ce rapport civil super-héros. Il redevient un gosse. C'est ça. Ouais. Et Richard Pryor, en fait, le fait que il y ait cette humanité chez cet acteur rend ça pousse un truc au film. Rend le truc cohérent. Moi, j'aime bien les scènes qu'il a avec Christopher Reeve. Je trouve que ça marche à fond, quoi. Il y a vraiment. C'est lui qui avait voulu d'ailleurs. Il était arrivé sur le projet assez bizarrement parce que c'est, je crois, pendant un talk show qu'il a expliqué en fait qu'il adorait, qu'il allait jouer Superman, qu'il allait jouer le premier Superman Black. En fait, il avait sorti toute une vanne et c'est l'un des deux producteurs, l'un des deux Salkind, qui avait dit c'est bien, on va pouvoir l'embaucher pour le. Et ils ont complètement réécrit le script, vidé. Il devait y avoir la première apparition de Supergirl, la première apparition de Brainiac. Très honnêtement, vu le niveau des effets à l'époque, franchement, on n'a rien raté. En fait, à avoir un versant un peu plus comique, un peu plus terre à terre, plutôt que Brainiac et Supergirl tel qu'on l'a eu après. C'est de Janusz Wark. Non, mais c'est vrai que le 3, c'est... on aime, quoi. On aime, il y a tellement... On aime tellement qu'on en a plus parlé que Brewster's Millions dans une émission consacrée à Brewster's. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la semaine prochaine, on vous fait une spéciale Richard Lester. On parlera de Help, de la Rose et la Flèche. Prochain épisode, prochain arrêt dans la carrière de Joel Silver, c'est Weird Science, une créature de rêve, réalisée en 1985 par John Hughes. Du coup, on parlera, pour le plus grand plaisir de Bruno, de la carrière de John Hughes, on parlera Comedy Teen Movie, on parlera de Bill Paxton, on parlera d'Anthony Michael Hall, on parlera de Robert Downey Jr. Et saurez-vous, si Joel Silver se sera enfin débarrassé de Larry Gordon, eh bien ça, ce sera dans le prochain épisode de Silver Bullets. Allez, salut! Salut!